Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 1115 de One Piece. Et avant de commencer la critique, je voulais vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu autour de la réaction live du chapitre. Merci beaucoup pour tous les likes et tout, ça m'a fait grave plaisir. Je sais, on vous bassine tous avec l'abonnement, le like, les commentaires, mais ça aide vraiment. Donc merci beaucoup, je tiens à le dire quand je vois que vous êtes engagés, que vous mettez des pouces bleus et tout, ça fait grave plaisir, donc merci. Et commençons la critique. Bon, ce chapitre 1115 les amis est un super chapitre, je pense qu'on l'a tous apprécié. Pourquoi ? Parce que finalement, dans la continuité, ce que je vous disais dans la critique 1114, les révélations arrivent donc bel et bien dans le chapitre, en tout cas un début de révélation. Comme je l'ai dit lors de la réaction live, je ne sais pas si Vegapunk va pouvoir aller au bout de toutes ses connaissances et s'il va réussir à faire que la diffusion soit complète, étant donné que je vous faisais le parallèle avec Riley où Luffy avait dit à Riley quand Usopp lui demandait les réponses, eh ben non, ça n'a pas d'intérêt notre aventure, quel est l'intérêt pour notre aventure de savoir tout ce qu'il y a à découvrir ensemble, voilà. Et finalement c'est un peu le cas là, sauf que finalement, en relisant le chapitre, je me suis aperçu de quelque chose, c'est que Vegapunk n'a qu'une partie de l'histoire, et c'est ce qu'il dit à plein de reprises. Il ne dit pas les 20 royaumes sont les méchants ou les gentils, Joy Boy est le méchant ou est le gentil. Il ne dit pas qu'il a toutes les connaissances, et il le dit de bien des manières. D'ailleurs, il le dit à un moment, je n'ai pas pu lire toutes les stèles, je n'ai pas pu lire tous les poneglyphes. Et c'est un peu la question que je me suis posée, c'est que est-ce que Robin pourra avoir toute l'histoire en voyageant avec Luffy ? Est-ce que Luffy, est-ce que les Mugiwara vont prendre le temps à un moment de se poser et de se dire, peut-être après Love Tale, tu vois, après avoir découvert du coup ou avoir entendu l'histoire de Vegapunk, tu vois, est-ce qu'ils vont se dire, est-ce que enfin Luffy aura cette sagesse de se dire, Robin, il faut qu'on se penche sur ta profession et qu'on ait toute l'histoire. Parce que finalement, et bien, tout comme Vegapunk, vous et moi, est-ce qu'on peut dire que Joy Boy était le gentil ? Bah, je suis pas sûr. C'est fou, mais je ne suis pas sûr. En fait, l'objectivité me veut de dire, je pense qu'il est gentil, mais je ne peux pas vous l'affirmer. Oui, c'est censé être le garçon de la joie. Oui, Nika, c'est censé être un guerrier libérateur. Et plein de fois, je suis le premier à dire qu'il représente ceci. Et il faut pas l'oublier pour beaucoup de peuples. Mais qu'est-ce qui nous dit que dans son histoire, il n'a pas été un oppresseur et un danger pour d'autres peuples ? Et pas forcément, parce que souvenez-vous, dans d'autres critiques, je vous disais, oui, mais peut-être que les royaumes qui se sont ligués contre lui, c'est parce qu'il a voulu changer des systèmes, parce que l'esclavagisme était en place, un peu comme les Égyptiens, je vous ai ce genre de parallèle, il a voulu abolir ce genre de système, etc. Mais peut-être que ça va même bien plus loin que ça. Parce que finalement, qu'est-ce que nous dit Vegapunk dans le chapitre ? À un moment, il nous parle même du fait que aujourd'hui, on sait les mers sont dangereuses, et du coup, on sait que notre culture, elle est à nous, et qu'on ne connaît pas forcément la culture des autres, malgré le fait qu'on arrive par moments à se rencontrer entre personnes de certains pays. Et c'est d'ailleurs très drôle qu'ils disent ça dans le chapitre. Et au même moment, Oda nous montre finalement Monosuke en première page. Et Monosuke qui dit, punaise, c'est fou qu'on puisse écouter quelqu'un parler extérieur au pays. Bah oui, le parallèle il est là dans le chapitre. C'est-à-dire que, bah oui, il y a des pays comme Wano Kuni qui est totalement fermé au reste du monde. Et donc ils ne connaissent rien, ils ne connaissent aucune autre culture, ils ne connaissent rien. Et finalement, les cultures des uns et des autres, des fois, il faut le dire, elles sont pas faites pour vivre ensemble. Ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut dire qu'elles ne sont pas compatibles. C'est pas grave. Y a plein de choses dans l'humanité, dans l'humain, chez l'humain, qui fait que même entre nous, quoi. Moi, il y a aujourd'hui, en grandissant, je peux le dire, j'ai des connaissances, des gens qui sont devenus des connaissances dans ma vie, c'était des amis, mais en grandissant, il y a des centres d'intérêt, des sujets qui ont fait que on n'est plus compatible, on se sépare. Et c'est un peu la même chose avec des cultures. Il y a des cultures qui peut-être par les croyances, peut-être par les modes de vie, par l'éducation et plein d'autres choses font qu'elles sont pas compatibles. Et est-ce que c'est pas ça qui s'est passé finalement il y a 1000 ans, lors de ce siècle oublié, avec Joy Boy qui aurait pris la mer, qui aurait été ce premier pirate et qui aurait rencontré des cultures, et sauf qu'il serait arrivé foutre le bordel dans des cultures établies, et ça aurait créé un conflit.
Et c'est la question que je me pose, parce que je pense que il faut pas oublier que dans One Piece, on n'est pas dans un univers où tout est beau, tout est noir. C'est pas un univers ou avec des cases. La preuve, c'est que il y a des marines qu'on apprécie, d'autres qu'on déteste. Il y a des pirates qu'on apprécie, d'autres qu'on déteste. Par exemple, même si on peut aimer le chara-design de Barbe Noire, en tant qu'humain, il est détestable, tu vois. Même si on peut aimer le chara-design d'Akainu, en tant qu'humain, il est détestable. Tu vois, et c'est tout l'opposé de, par exemple, en marine, Kobe. Bah, tu peux ne pas aimer le chara-design ou aimer le chara-design, ça reste un très bon humain. Et en pirate, par exemple, Shanks, on aime ou pas le chara-design, ça reste un très bon humain. Tu voyais ce que je veux dire, c'est que le fond de ce qui fait de toi une bonne ou mauvaise personne, ça n'a pas d'importance par rapport à qui tu es. Tu peux être une bonne personne, être un pirate, une bonne personne, être un marine, et vice versa. C'est pas un univers manichéen, tu vois. Et c'est vraiment cool parce que finalement, avec les mots de Vegapunk, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu et c'est comme ça que je vous délivre mon analyse, c'est que rien ne nous affirme que Joy Boy Nika, pour des gens, n'a pas été une mauvaise personne. Rien. Parce que finalement, même imaginez des peuples qui étaient tranquilles, qui n'avaient rien à voir avec personne, où tout était beau, tout le monde vivait dans la culture du pays, on demandait rien à personne, on se suffisait entre nous, on grandissait entre nous. T'as un mec, du jour au lendemain, il a foutu le bordel, il a ramené des cultures, des façons de penser, ça a pu créer peut-être des révoltes, ça a pu créer peut-être... tu vois, et je pense qu'il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme le fait que Vegapunk nous dit « Je n'ai pas toute l'histoire, j'ai lu une partie de l'histoire, et en lisant cette partie d'histoire, aujourd'hui je peux pas vous dire qui a été les méchants, qui a été les gentils. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une guerre énorme, où il y a 20 royaumes, qui à mon avis, vu ce qu'il dit, devaient être déjà très puissants pour l'époque, qui ont dû s'unir pour lutter face aux puissances qu'avait Joy Boy dans une faction. Donc il nous parle d'une faction. Et donc Joy Boy faisait sûrement partie d'une faction où il devait y avoir des géants, peut-être des lunariens, peut-être d'anciens esclaves, peut-être d'autres peuples, des boucaniers peut-être, quand on voit leurs croyances et leurs prêtres de Nika. Donc voilà, c'était un bordel. Et ce qu'il nous apprend, c'est que cette guerre qui s'est passée dans le siècle oublié, elle a fait d'énormes ravages. Et elle a fait d'énormes ravages sûrement en perte humaine, animale, mais aussi à la planète qui est celle qui habite One Piece. Cette planète a été ravagée. Et elle a été ravagée par les armes antiques. Quand tu apprends dans ce chapitre que par les armes antiques, qui sont donc Poséidon, Uranus, Pluton, etc., que le niveau de la mer s'est élevé de 200 mètres. On ne parle pas d'un mètre comme Mother Flame. C'est le premier réflexe que j'ai eu lors de la réaction live, c'est de vous dire, mais vous vous rendez compte de la différence? Mother Flame, ça annihile une île, ça annihile toute la vie sur une île, ça creuse un trou dans la mer, ça augmente le niveau de la mer de 1 mètre. Les armes antiques, les armes utilisées, la technologie utilisée à cette époque, la guerre de cette époque, a monté le niveau de la mer en 100 ans de 200 mètres. Et donc forcément, quand on comprend ça, on comprend que ça devait être extrêmement destructeur pour à ce point modifier l'apparence d'une planète. Et forcément, on peut même mettre sur le devant de notre réflexion comment des gens, comment des peuples n'ont pas pu percevoir les armes antiques comme des mauvaises choses. Poséidon, par exemple. Peut-être que des peuples sont allés voir Joy Boy et lui ont dit « Ouais, c'est bien beau, Poséidon, mais tu te rends compte du danger qu'elle est pour les gens, pour les autres ?» Et peut-être que des gens, peut-être que c'est 20 royaumes à l'époque, et c'est pour ça que Vegapunk nous parle d'un conflit idéologique entre la faction de Luffy, pas de Luffy, de Joy Boy, pardon, le lapsus révélateur, et la faction des 20 royaumes. C'est peut-être qu'ils se sont retrouvés autour d'une table pour parler, pendant des petites périodes de trêve, pour dire bon, comment on s'arrête cette guerre, tout ça. Et moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu des royaumes, qu'il y ait eu des peuples qui disent attends, mais tu te rends compte de la dangerosité des armes que tu possèdes, de la technologie que tu possèdes. Poséidon qui peut diriger tous les rois des mers,
mais les rois des mers peuvent attaquer des îles. Alors à l'époque, c'était pas des îles, c'était des continents du coup. Mais ils peuvent attaquer peut-être tu as ouvert la porte à la navigation, Joy Boy. Tu as ouvert la porte à la navigation, donc on fait du commerce, tout ça. Mais imagine que Poséidon veuille devenir, pour le coup, une maison. L'entité qui représente Poséidon devienne méchante. On fait comment pour l'arrêter sur les mers, vu qu'elle dirige les rois des mers? Imaginons, je ne dis pas que c'est le cas, Zunesha, qui d'ailleurs s'excuse auprès de Joy Boy. Imaginons, c'est Momonosuke qui a pu lui donner un ordre, et que donc Zunesha est une arme antique liée à un humain qui peut le commander, d'accord. Si cet humain est méchant, on se rend compte de la dangerosité que représente Zunesha ou pas? Non mais il faut le dire. C'est ce que j'aime faire moi quand j'analyse One Piece, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce chapitre, c'est parce que il va permettre à l'univers, à tous ces personnages dont vous en avez peut-être rien à foutre, hein, mais c'est il vient construire son histoire, construire le développement psychologique, mental des populations dans l'univers de One Piece. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il y a 1000 ans, des gens ne sont pas allés voir Joy Boy pour lui dire attends, Coco, on t'aime bien, t'es sympa, t'as pas la... Mais sauf que tes potes, imagine, ils se rebellent un jour et puis on les arrête comment? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est trop cool parce que finalement, par les mots de Vegapunk, on se rend compte qu'on va avoir une partie de l'histoire, mais qu'il n'est pas là pour nous dire un tel est méchant, un tel est gentil. Aujourd'hui, par contre, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement en place y met les doyens qui, par leur comportement dans ce chapitre, à entendre Vegapunk divulguer cette histoire, par leur manière de diriger le monde, par leur manière d'opprimer le monde, leur manière de mal se comporter avec les humains, avec les gens, sont de mauvaises personnes. Ça, c'est une évidence. Mais peut-être que il y a 1000 ans, par beaucoup de peuples, la décision qu'ils ont prise de se lutter contre Joy Boy n'était pas une mauvaise chose. Et je trouve ça vraiment super bien écrit, parce que ça m'a fait me remettre en question. Alors bien sûr, dans le chapitre, on peut parler du fait qu'on voit des personnages qui nous manquaient. Moi par exemple, Carotte, quel bonheur de revoir Carotte. Vous savez, j'adore le personnage, je suis très heureux. On la voit du coup dans sa condition de reine de Zou, et c'est super cool parce que ça fait un moment qu'on l'avait pas vu, et que qu'on le veuille ou non, les Minx, le peuple des Minx et ceux qui peuvent se transformer et maîtriser leur Shulong, c'est quand même une sacrée puissance qui pourra faire partie peut-être dans une guerre finale contre Im et ses potes les doyens de la faction du nouveau Nika aka Luffy, hein, donc c'est cool. On revoit Foxy qui est un personnage moi que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup rigolé lors de l'arc de Foxy et du David Bike Fight. Si vous voulez, à l'époque, beaucoup disaient mais à quoi sert cet arc, il sert à rien. Alors qu'en fait on s'est rendu compte que si il servait à quelque chose, c'est que la manière de faire, bon, que Foxy c'était beaucoup moins sanglant, mais finalement à une certaine époque c'était comme ça que faisait Québec pour opprimer les équipages et les faire rentrer, enfin les soumettre en gros. Donc c'est vraiment cool. Outre ça, il y a un passage moi qui m'a beaucoup touché, je vous en ai parlé dans les critiques, et c'est une des raisons pour laquelle je n'aime pas Vegapunk, c'est ceci. Je vous ai parlé un nombre de fois incalculable du fait que je n'appréciais pas que Vegapunk ait créé une vie artificielle, recréé la vie, etc. Et la raison est encore plus criante là, c'est que ceci n'a plus de raison de vivre. Et je trouve ça absolument horrible. C'est d'une tristesse, je trouve, parce que elle n'a plus, elle ne sait plus quoi faire. Elle vient de sauver les Mugiwara, de sauver Luffy. Elle fait tout ce qu'elle peut pour protéger l'équipage. Et dans sa discussion avec Edison, elle ne sait plus quoi faire. Et Kaku, qu'il écoute, il a un peu de peine, on dirait. Et finalement, moi, c'est la peine que j'ai, c'est que je vous ai toujours dit, moi, Vegapunk, je ne pourrais jamais l'aimer du fait d'avoir ce salopard à quand même recréer la vie, à créer des personnes pour
pour faire caca à sa place, pour manger à sa place, pour faire des choses à sa place, et je trouvais ça détestable. Et là, de voir Stussy ne plus savoir ce qu'elle va faire de sa vie, ne plus être perdue, elle sait plus quoi faire de son existence, je trouve ça absolument triste. Et ben ça me fait encore plus détester Vegapunk, mais c'est personnel, et personnellement ça m'a énormément touché. Stussy, moi je pense qu'il faut qu'elle accompagne, enfin il faut qu'elle trouve une raison de vivre. Est-ce que ça va être d'accompagner les Mugiwara ou je sais pas. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête, et moi le premier, cette Zumba de moi vous le savez, je trouve qu'il manque de personnages féminins à bord de l'équipage. Alors même si d'ailleurs on voit une membre de l'équipage qui n'est pas à bord du bateau, qui est Vivi dans ce chapitre, parce que oui, Vivi est une Mugiwara, si vous l'avez oublié, je vous le rappelle, tout comme Kalou. Ça manque de femmes à bord de l'équipage, je trouve, mais il faut peut-être que j'arrête de vouloir, c'est-à-dire que Carrot, j'étais persuadé qu'elle allait venir, elle est pas venue. Yamato, je me suis dit, ah peut-être, c'était pas ma favorite, tu vois, je préférais Carrot, mais ça m'aurait pas dérangé, elle est pas venue. Bon là, Bonnie, pareil, je me dis, bon, Bonnie, qu'est-ce qu'elle va devenir et tout. Je sais pas ce qui va advenir, Stussy, je sais pas ce qui va devenir d'elle, enfin c'est triste quoi. C'est triste. Donc j'espère que Stussy, cette pauvre femme qui est perdue maintenant, va réussir à sauver. Parce que le truc c'est qu'elle a trahi Rob Lucci, elle a trahi le gouvernement. Et autant Kaku, je pense que Kaku peut, en l'écoutant, la protéger et dire non, elle nous a pas trahi. Est-ce que Rob Lucci le fera? Je sais pas. Je sais pas. On revoit Jinbei et Zoro d'ailleurs dans le chapitre, c'est très drôle de voir qu'ils s'excusent. Ils disent voilà, on arrive, désolé. De voir que Nami, quand elle entend Zoro, elle est en mode tu vas voir ce que tu vas voir mon gars. Et on sait que Nami a des points mon gars. Nami c'est la seule, elle a le haki des rois, mais que quand elle tape ses potes, ok. Tu vois, je pense qu'il va se faire défoncer. Et je pense que Zoro, quand il va voir l'état de Robin, va peut-être un peu s'en vouloir. Parce que moi je trouve que j'ai fait un mix, Robin et Zoro ont une synergie particulière. Je trouve que malgré le fait que tout l'équipage ait une très belle synergie, on a quand même, et c'est cool, une très belle synergie aussi un peu entre chacun des personnages. En tout cas c'est ma lecture des choses, donc je trouve ça cool. En plus Nami crée une urgence parce qu'on se rend compte que putain, en plus du Buster Call là, le navire des gens il va pas tenir encore non plus 10 000 ans quoi. Donc ça serait bien de se bouger quoi. Là il faut se bouger parce que si on se part pas, je vais vous le faire regretter quoi. Et c'est vrai que le danger on le ressent tout le long du chapitre, et on le ressent encore plus avec Nosjuro qui nous fait un coup de sabre, et Franky, mais Franky, est-ce qu'on peut parler du développement de Franky par Oda? Je pense que Oda le surkiffe les amis, parce que Franky, cet arc, et c'est pas le premier arc, il est absolument grotesque. Il est absolument grotesque. Il sauve Bonnie de cette attaque de Nosjuro qui du coup a l'air ne nomme pas. Alors si pour ceux qui sont adeptes de la théorie comme quoi les attaques les plus puissantes sont nommées, quand tu vois les attaques qu'il fait sans nomination, je pense que les gens adeptes de son théorie sont en mode what the fuck, mais il a l'air complètement abusé. Abusé. Et du coup on dit merci à Franky qui l'a donc sauvé, et Nosjuro derrière qui découpe complètement en deux l'île céleste et le labo de Vegapunk, on a tous été pareil, c'est-à-dire what the fuck. What the fuck. Alors on n'est pas surpris qu'il puisse le faire parce que finalement on sait que les grands sabreurs de ce monde peuvent le faire. Zoro peut le faire, Law peut le faire, Mihawk on sait qu'il peut le faire. Donc Nosjuro finalement, quand on voit la puissance des doyens, ça ne me choque pas qu'il le fasse, d'accord. Seulement ça a quand même pas l'air compliqué pour eux quoi. C'est-à-dire que tu dis il fait ça, c'est-à-dire que là en plus il fait ça, mais t'as l'impression ils ont cette manière de penser, c'est trop de signes de vie, trop de signes de vie. Et je pense que c'est lié peut-être à l'acquis de l'observation, il va falloir se pencher sur ça. Ils ressentent tous les signes de vie, mais qui n'arrivent pas à trouver le signe de vie de l'escargophone parce qu'il y a trop de signes de vie. Mais c'est une folie, c'est une folie. Alors on peut parler, je vais un peu parler quand même de cette case et du fait que du coup, on en parlait un petit peu en début de critique, c'est que Vegapunk nous apprend que du coup les vestiges du monde sont forcément 200 mètres sous le niveau de la mer actuelle. Et donc
on a pour la première fois un dessin d'Oda de vestiges du siècle oublié, et moi ça m'a beaucoup ému. Je sais pas si vous l'avez ressenti, n'hésitez pas à me le dire, mais moi ça m'a beaucoup ému de voir ça. Et c'est vrai que du coup on pourrait se dire, ah mais du coup l'eau avec son sous-marin, ou tous ceux qui ont un sous-marin, ils ont un avantage de ouf. Non, parce qu'en fait il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que les sous-marins, c'est une certaine limite où tu peux plus aller les gars, parce que le niveau de la mer, plus tu vas profond, plus il y a de pression, et plus il y a de pression, plus tu risques de finir écrasé. Paix aux âmes des victimes, vous savez, de cette exploration sous-marine qu'il y a eu dans notre vraie vie pour le coup. Et qui a été ça le problème, c'est qu'ils se sont submergés et ils sont allés dans un niveau de pression trop élevé. Le sous-marin s'est écrasé sur lui-même. Donc finalement, non, l'eau ne pourrait pas aller visiter ces trucs. Mais je me suis dit, est-ce qu'il y aurait un moyen? Est-ce que les hommes poissons pourraient y aller? Est-ce que Poséidon pourrait accompagner? En fait, je cherche à savoir comment. Alors, on sait, souvenez-vous, dans des mini-aventures, on avait vu comment il s'appelle le gros géant là. Parce que je me souviens de ça, je me souviens pas de son nom. Mais vous savez, il remontait des ruines qu'il allait chercher tout au fond. Et d'ailleurs, il y avait eu un poneglyphe avec Jimbei. C'était avec Jimbei à l'époque, mais vieille mini-aventure. Il allait chercher des ruines, il est remonté sur une plage, je crois. Et ils avaient retrouvé un poneglyphe comme ça, il me semble. Mais du coup, on pourrait imaginer que du coup, pour l'archéologie des hommes poissons tels que lui, pourrait remonter ces vestiges pour les faire étudier par des archéologues, par des scientifiques, par des chercheurs. Mais comment l'humain va descendre aussi profond pour aller les étudier, Robin en particulier, moi personnellement, je sais pas. Je ne sais pas. On a quand même une petite on a quand même un début de questionnement des soldats de la marine par rapport aux révélations de Vegapunk et du fait qu'ils se demandent, punaise, c'est nous qui avons fait la guerre il y a 1000 ans, machin bidule. Bon, eux, on s'en fout un peu. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de me dire que oui, on le sait, Akainu écoute la diffusion de Vegapunk. Comment va réagir Akainu? Comment va réagir le Sword à ces révélations? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Le Sword, il faut bien se rendre compte qu'on a eu les révolutionnaires, on a des réactions des marines sur place qui réagissent, avec d'ailleurs leur commandant direct qui leur dit arrêtez d'écouter ces conneries au boulot. Mais la réalité, c'est que il faut pas oublier que la marine, au sein de la marine, il y a le Sword. Comment va réagir le Sword et les combattants du Sword? Et aussi, comment va réagir les révolutionnaires qui, je sais, ça fatigue les gens. Dragon qui fout rien, Akainu qui fout rien. On verra bien comment ils vont agir, mais il faut bien prendre en compte, et c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que c'est un chapitre important, et il faut bien le prendre en compte, c'est que c'est un chapitre important parce que ça va vraiment changer les manières de voir les choses et de penser du monde entier et de tous ceux qui écoutent ces paroles. À tout niveau, dans la marine, dans les citoyens, dans les civils, dans les croyants, dans les non-croyants. Voilà. Donc vraiment important. On a encore des petits passages aussi qui sont sympas. On revoit la Doctorine, on revoit... Alors ça m'a un peu surpris, je l'ai vu à la lecture. C'est que si vous voyez, vous savez la case où il y a un monsieur qui dit ouais, regarde cette montagne, elle doit faire à peu près 200 mètres, t'imagines? Ça veut dire qu'avant il y avait tout ça d'eau en moins et tout, que c'était au fond et tout. La dame qu'on voit, la petite qu'on voit sur cette case, c'est Miss, je sais plus comment, vous savez, qui faisait des peintures au tout début avec Mr. Free, avec Monsieur 3. C'est elle, oui. Je l'avais pas reconnue, je l'ai reconnue à la deuxième lecture en relisant pour vous faire la critique, et je me suis dit putain, il nous l'a mis là. Et je trouve ça c'est cool parce qu'il est bon, parce que ça nous fait plaisir. Alors elle, j'en ai un peu rien à foutre, hein, j'ai pas d'attache pour elle, mais c'est quand même cool de se dire oh punaise, il a pensé à nous la remettre là, qui mange encore ses kiwis, donc c'est cool. Et pour finir les amis, on va finir sur un truc. C'est cette finalement révélation de Vegapunk qui nous dit que la guerre n'est pas terminée et donc que de ce qu'il a compris, Joy Boy a perdu il y a 1000 ans, mais la guerre n'est pas terminée pour autant. Et ça, j'ai hâte de savoir pourquoi il nous le dit. J'ai hâte de savoir pourquoi il nous le dit, parce que du coup, on a eu une guerre il y a 800 ans, avec les armes antiques, avec des technologies que même le génie qu'il se dit être n'est pas capable d'atteindre. Comment cette guerre est encore active? Est-ce que ça veut dire que... Qu'est-ce qui... En fait, j'ai hâte de savoir pourquoi il y a eu cette guerre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la raison d'être de cette guerre n'est pas abolie. Malgré la victoire, les vainqueurs
n'ont pas pu, malgré la victoire, faire valoir ce qu'ils voulaient. J'ai perdu le mot que je voulais dire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que souvent on dit le vainqueur impose ce qu'il souhaite. Mais si Vegapunk nous dit depuis 800 ans cette guerre en soi ne s'est jamais terminée et que c'est juste en stand-by depuis tout ce temps, c'est que les vainqueurs n'ont pas réussi à imposer ce qu'ils souhaitaient. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que les armes antiques, c'est pour ça que je pense que c'est important ce que je vous ai dit en début de critique, et je clôturerai cette critique avec ça. Je pense que l'existence des armes antiques fait partie de ces raisons. Je pense vraiment que Joy Boy, il y a 800 ans, 900 ans, pendant le siècle oublié, était un danger et a été perçu comme un danger. Lui, mais surtout les armes antiques. Et il faut bien se mettre à la place des gens qui ont dû le percevoir comme un danger. C'est que oui, si on réfléchit et qu'on est objectif, Poséidon, si c'est une mauvaise personne qui a ce pouvoir, c'est un danger pour l'humanité. Zunesha, si c'est une arme antique, j'en sais rien, mais imaginons que c'en est une, c'est un danger pour l'humanité. Donc, sûrement que les armes antiques n'ont pas pu être détruites. Poséidon est revenu. Pluton est sous Wano Kuni, semble-t-il, et attend. La dernière arme antique, on ne sait pas où elle est. Et c'est peut-être pour ça que ce vaisseau, ces plans de cette époque-là, je conclus sur ça, les plans qu'a brûlé Franky du navire capable de contrer une arme antique, de contrer Pluton, étaient peut-être un navire, les plans d'un navire possédant les technologies de ce siècle oublié, et donc une technologie que même Vegapunk n'a pas, et donc il a brûlé la seule arme capable de contrer la dangerosité de cette arme antique, qui est peut-être une bonne chose ou pas, on verra plus tard, mais c'est terrifiant, et j'ai hâte de voir la suite, parce que je pense, je ne sais pas ce qui va devenir, mais on est sur de la masterclass, et Egghead est possiblement le plus grand arc de One Piece. Les amis, comme d'habitude, j'espère que cette critique vous aura plu. On se retrouve pour le chapitre 1116 pour la réaction live. Pas de pause, donc j'ai hâte de voir la suite, hâte d'avoir plus d'informations pour pouvoir encore mieux aiguiller mon analyse. Et puis voilà quoi. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Je vous mets une vidéo juste là. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la critique et du chapitre, comment vous l'avez analysé, comment vous l'avez perçu, etc. Et je vous fais des gros bisous, à très vite, et le petit pouce bleu, merci encore pour la réaction live, mettez un pour celui-là aussi, allez, des bisous, ciao ciao, bye bye.